Pas besoin de licence, de salle, ni d'un coach, il suffit d'une paire de baskets, d'un brin de motivation pour faire comme les 12,5 millions de Français qui déclarent pratiquer la course à pied. Selon la Fédération française d'athlétisme, 8 millions courent au moins une fois par semaine. Course à pied, running, trail, seul ou en groupe, chacun y trouve sa motivation pour entretenir son corps, pour sa santé, pour se vider la tête ou pour faire un 10 km, un semi ou un trail. Alors comme pour toute activité physique et sportive, il faut suivre quelques règles simples pour n'en avoir que des bénéfices et du plaisir. Courir, mais comment débuter? Comment s'entraîner? Combien de fois? À quelle vitesse? Quelle est la bonne tenue? Comment choisir ses chaussures? Faut-il acheter une montre connectée? Est-ce que cela use les cartilages ou est-ce vraiment bon pour la santé? Pour nous éclairer, un pro du bitume et des sentiers, Guillaume Adam, ex-coureur de haut niveau, 1500 mètres, marathon, trail, coach et cofondateur de l'appli Run Motion Coach. Il a publié tout récemment « Je m'initie au running » aux éditions Le Duc. Je suis Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Guillaume Adam, bonjour. Alors, je ne vous demande pas si vous êtes venu en petite foulée, parce que vous ne marchez jamais, vous courez tout le temps, non? C'est ça un peu votre credo. Alors, justement, cette course à pied, ça a toujours été votre passion. Comment vous avez découvert, comment vous avez été mordu par la course à pied? J'ai commencé à courir à l'âge de 10 ans. C'est, quand j'ai gagné des crosses scolaires. Tout de suite, je me suis dit: «Tiens, c'est cool en fait de courir». Il y avait cette motivation de la compétition, mais en fait, j'ai surtout, commencé à apprécier le fait de courir et aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans que je cours. J'ai commencé par la piste et puis maintenant, je me fais plaisir sur du marathon et du trail. Et la meilleure performance? Ma meilleure performance, je pense, c'était sur, 1 500 m, d'avoir, couru le 1 500 m en 3 minutes et 38 secondes et là, tout dernièrement, j'ai fini, 3e du marathon pour tous, des Jeux olympiques de Paris 2024. Et il y avait du monde dans ce marathon. Il y a combien de partants au départ? Il y avait plus de 20 024 coureurs. C'est pas mal quand même. Alors, vous y trouvez quoi en fait dans cette course à pied? C'est devenu un rendez-vous avec vous-même, un rendez-vous avec l'extérieur? Quelles sont vos motivations à vous encore 25 ans après? Alors quand je faisais du sport de haut niveau, c'était une pratique qui était extrême puisqu'on court 2 fois par jour, jusqu'à 12 fois par semaine et aujourd'hui, j'ai retrouvé une pratique un petit peu plus raisonnable de la course à pied, c'est-à-dire, courir 5 à 6 fois par semaine et il y a autant des moments, je préfère courir seul pour, me retrouver, pour réfléchir à certains sujets du moment et puis, parfois aussi, j'aime bien courir avec, des collègues, des amis et donc, justement, ce qui est bien avec la course à pied, c'est que c'est varié. On peut penser que courir, c'est toujours la même chose, mais au contraire, on peut avoir, des séances de fractionnés, des séances en endurance et donc il y a tout ce qui enfin, tout le monde peut apprécier courir, il suffit de trouver la distance qui lui convient et le type d'entraînement qui lui convient. Il y a plein de termes, course à pied, running, trail. On peut faire un peu la différence entre tout ça? Donc running, c'est, l'anglicisme, on parle de course à pied donc finalement tout le monde on court. Le running, c'est un phénomène de mode, ça fait, une quinzaine d'années qu'on parle de running. C'est un petit peu la mode qui tourne autour C'est de la même chose? c'est la même chose, running et course à pied et le trail par contre, c'est, la course à pied sur sentier. On peut courir aussi en trail en Île-de-France par exemple, donc pas forcément que en montagne, même si forcément quand on parle de trail, ça nous fait rêver toutes ces images de montagne. C'est vrai que malheureusement, on ne court pas toujours dans la montagne. Non. Je rappelle que vous êtes originaire des Alpes, donc tout va bien. Alors, on va commencer par ceux justement qui ne courent pas, parce qu'après, on pourra donner d'autres conseils. Mais voilà, on va s'adresser à ceux qui nous écoutent et qui se disent: «Ah non, moi, je vais pas courir, c'est quoi ce truc? Ils sont fous avec la». Comment est-ce qu'on peut arriver à se motiver? Ils ont déjà couru, mais ils ont couru après le bus, ils ont cru mourir, ils Mmh. étaient essoufflés, ils n'en pouvaient plus. Comment est-ce qu'on va se mettre à faire de l'activité physique? Quels peuvent être les déclencheurs? Quelles peuvent être les motivations? Alors le maître mot, c'est la progressivité, puisque quand on commence à courir, déjà une première étape, c'est d'arriver à courir 30 minutes sans s'arrêter. C'est déjà un bel objectif. 30 minutes, ça fait beaucoup pour une première fois. Oui, ce sera l'objectif, Ouais, plutôt sur 1 mois et demi, 2 mois et d'accord. en tout cas au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner marche et course et donc au tout début, on va courir 2 minutes, après on va marcher 2 minutes, on va alterner ça et en fait, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile de courir en continu et ça, c'est déjà un 1er objectif qu'on peut se fixer et puis, il y a aussi beaucoup de compétitions qui existent, du 5 kilomètres au marathon, voire encore plus long, mais quand on démarre, on peut aussi se fixer un objectif de compétition sur, 5 kilomètres, 10 kilomètres et ça, c'est aussi une source de motivation de s'inscrire à une compétition puisqu'on sait qu'il va falloir être prêt pour, une échéance donnée, à une date donnée et donc ça, c'est un
des points clés en course à pied pour se fixer des objectifs, il faut qu'ils soient le plus mesurables possible. Donc, ce que je disais, par exemple, courir 30 minutes sans s'arrêter, on va dire pour, le 1er juillet, ça peut être un premier objectif et donc après, l'avantage des compétitions, c'est que c'est facilement mesurable et c'est que c'est facilement, enfin, on se fixe une date et donc c'est une source de motivation supplémentaire. La marche rapide, la marche active, ça compte pas? Ça peut pas entraîner à la course? Alors si c'est quand on démarre, si bien sûr ça aide puisqu'en fait, le but c'est quand on est sédentaire pendant de nombreuses années aussi, quand on peut être en surpoids, ça demande une phase d'adaptation et donc se mettre à courir, il faut quand même, avoir faut être assez actif et quand on a été sédentaire de nombreuses années, justement la marche et la marche active, ça permet de pouvoir envisager la course à pied plus sereinement. Avec des bâtons, c'est mieux? La Heu marche active avec des bâtons, on Avec peut des avoir les bâtons, ça mobilités. permet de justement de mobiliser encore plus, l'ensemble du corps, ça fait travailler plus ses abdominaux, plus, le haut du corps. C'est ce qu'on appelle la marche nordique et donc la marche nordique aussi, trouve un public assez large, de tout âge et donc ça aussi, ça peut être bien de commencer le sport par, la marche nordique. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de commencer, en fonction de l'âge évidemment, de sa condition? Alors si on a des problèmes de santé, idéalement, il faut aller voir son médecin et consulter pour, demander un avis médical. Pareil, si on a des douleurs quelque part, par exemple au genou ou au dos, c'est bien d'avoir un avis médical. Mais en dehors de ça, si on n'a pas de contre-indication, si on n'a pas de pathologie, en général, on peut, commencer à courir à n'importe quel âge. Il y a des exemples, il y a notamment une Sud-Africaine qui a commencé à courir à 75 ans. Elle avait des problèmes d'ostéoporose et son médecin lui disait: «Non, n'allez pas courir, ne faites pas de sport». Et en fait, au contraire, elle s'est dit: «Tiens, il y a mon fils qui veut m'emmener courir, qui veut m'emmener faire de la marche active» et elle s'est mise à courir à 75 ans et ses problèmes d'ostéoporose se sont estompés au fur et à mesure et à 85 ans, elle courait le semi-marathon, en 2 heures. Donc une performance qui est, remarquable à cet âge-là. Ça fait rêver quand même un petit Ouais, peu, hein. moi ça il nous reste un peu de temps. Je rappelle que Margot quand même fait la Parisienne régulièrement, donc Une vous fois, voyez, c'est une vraie sportive aussi. une fois. Alors, comment est-ce qu'on se motive quand on démarre? Ça veut dire qu'en fait, on se dit tous les 3 jours, je vais aller courir, on trouve des copains, des amis qui vous emmènent. Comment est-ce qu'on trouve cette motivation de régularité? La progression, on a compris, mais après il y a la régularité quand même. Oui, pour progresser en course à pied, il faut un minimum de 2 fois par semaine et justement, c'est pour ça aussi que j'ai créé, l'application Run Motion Coach. C'est pour, fournir un guide d'entraînement, clé en main. On a juste à se laisser guider, on rentre son objectif et après il y a une progressivité avec un plan d'entraînement qui est personnalisé en fonction, de ses disponibilités. Si on veut, faire aussi d'autres sports en parallèle, en complément de la course à pied et donc justement pour pouvoir, progresser en course à pied, il faut, avoir un coach être encadré. Il y a aussi des clubs qui existent, notamment la Fédération française d'athlétisme et donc si on veut, mettre toutes les chances de son côté, c'est bien de se faire accompagner dans ce premier défi de commencer à courir ou de participer à des courses. Elle coûte combien l'appli? Alors l'application, elle est disponible gratuitement au téléchargement et on a des options supplémentaires à partir de 90 € à l'année. D'accord. Bon, pour ceux qui courent déjà, là on a fait les débutants ou les futurs, coureurs, quels conseils pour s'améliorer? Comment on sait ce qu'est la bonne vitesse? Et voilà, il faut aussi aller dans la progressivité en termes de performance? L'erreur classique du débutant, c'est de courir toujours trop vite et toujours faire le De même se tour. griller? Ouais, de se griller exactement. C'est la monotonie aussi parce qu'on va faire tout le temps le même tour, la même sortie. On veut aller à chaque fois de plus en plus vite, gagner, 10 secondes à chaque fois et en fait, au contraire, pour progresser en course à pied, il faut avoir une variété et donc on va faire de l'endurance à faible intensité et après on peut faire du fractionné, à plus haute intensité et c'est cette combinaison des 2. C'est ce qu'on appelle un entraînement polarisé avec des entraînements à faible intensité et d'autres à haute intensité, donc qui seront, 1 fois par semaine à haute intensité, par exemple et c'est comme ça qu'on va progresser durablement et qu'on va aussi prendre plaisir avec, cette, diversité. Et pour ça, ce qu'il faut avoir des points de référence. On voit de plus en plus de gens qui courent avec une montre. D'ailleurs, il y a encore plus la montre que le trou qui est juste devant eux, et donc il y a plus d'entorses. Mais est-ce que, en fin de compte, on a besoin d'avoir cette montre? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des fréquences cardiaques? Quand vous dites en effet en faible intensité, haute intensité, est-ce que ça correspond à des régimes particuliers du cœur? Alors aujourd'hui, donc avec Run Motion Coach, nous avons fait une étude sur les coureurs réguliers. On a interrogé plus de 5 000 coureurs. C'était le baromètre du running qui est sorti le jour de la journée mondiale du running, début juin et justement, on a vu que 95 des coureurs, courent connectés, c'est-à-dire qu'ils ont une application, pour suivre ce qu'ils ont réalisé ou une montre GPS. Donc aujourd'hui, ça fait partie, de l'écosystème du coureur, d'avoir une bonne paire de chaussures, mais aussi de courir connecté pour, justement mesurer le nombre de kilomètres qu'on a fait. Ça permet de mesurer aussi une progression
Tout à l'heure, je parlais de progressivité quand on débute et justement sur ces applications-là, on peut voir, si on ne court pas trop ou, si on court, aussi au bon rythme et donc après, il faut, c'est la data pure et donc après il faut aussi, pouvoir l'analyser et c'est ce qu'on apporte aussi nous dans notre application avec, de l'analyse par l'intelligence artificielle. Et Donc vous évoquez dans votre livre, en fait, éventuellement de faire des épreuves d'effort sur tapis si on fait de la course à pied et voire de mesurer des consommations maximales d'oxygène. Ça sert à quoi? Alors pour, quand on fait du sport de manière assez intensive, quand on veut participer à des courses, c'est bien en effet d'être suivi par un cardiologue ou par un médecin et donc on peut faire des tests d'effort qui vont s'assurer que le cœur et le système cardio-pulmonaire réagit bien à l'effort. Donc ça, ce sont des tests qu'on va réaliser, plutôt chez le cardiologue avec des électrocardiogrammes notamment. Et puis après, on peut faire aussi des tests chez des médecins du sport ou des physiologistes où on va mesurer des seuils ventilatoires et notamment le fameux VO2 max, la consommation maximale d'oxygène, donc à l'effort. Et donc ça peut permettre d'optimiser un petit peu plus son entraînement, mais c'est plutôt pour une pratique, aboutie déjà quand on veut faire de la performance. Si on est un coureur plutôt pour la santé, il faut plutôt aller voir le cardiologue pour, s'assurer que le cœur fonctionne bien. donc pour en revenir à l'équipement, plutôt montre connectée que téléphone, smartphone à la main? Un petit peu les 2 en fait, les coureurs débutants vont plutôt privilégier, l'application, avec l'iPhone à la main. Mais c'est gênant, non? Ça Alors on peut le mettre aussi sur le bras, donc c'est un peu moins gênant, mais les coureurs qui sont plus réguliers vont, plutôt acheter une montre GPS, ou, une montre connectée. ensuite, les chaussures? C'est un Pour les chaussures, Mmh. c'est important d'aller dans un magasin spécialisé quand, on commence la course à pied, puisqu'en fait, il y a plein de modèles différents, on peut être un peu perdu. D'ailleurs, il faut plutôt aller, en magasin en soirée parce que le pied va avoir tendance à gonfler pendant la journée et donc justement si on veut essayer ses chaussures au meilleur moment, c'est plutôt en fin de journée et donc justement le fait d'aller voir un spécialiste aussi, ça permet de choisir la bonne paire de chaussures. On court tous de la même façon? Parce que quand on regarde des gens courir, il y a des gens qui Ouais. sont plus dégingandés que d'autres, il y en a qui courent bizarrement. Ça a un impact ça dans le choix du matériel? Oui, en effet, parce qu'il y a des coureurs qui vont plutôt être sur l'avant du pied, c'est plutôt les coureurs rapides en général et les coureurs, quand on leur met des chaussures avec beaucoup d'amorti, vont plutôt avoir tendance à avoir un appui sur le talon. Donc il y a toujours des débats qui existent pour savoir si c'est, ça qui est plus propice à la blessure. Donc c'est pour ça qu'après il faut aussi voir, quand on a des blessures, ça arrive quand même pour la plupart des coureurs, on a en moyenne un tiers des coureurs qui sont blessés une fois par an et donc quand ça arrive, c'est bien d'aller voir un kiné avec sa propre chaussure de running qui va pouvoir voir aussi l'usage, de la chaussure, si c'est plus usé sur le côté gauche ou le côté droit, donc pour voir, le type de foulée qu'on peut avoir et donc ça après ça permet aussi de corriger. Heu, donc voilà, c'est pour ça que c'est bien d'aller voir aussi, quand on va dans un magasin, c'est de ramener, ses chaussures usagées, comme ça permet de voir où se trouve l'usure et comme ça, pour la suite, on va pouvoir choisir des chaussures qui nous conviennent encore mieux. Ça coûte combien une bonne paire et est-ce que le prix, veut forcément dire qualité? Prix élevé? Alors les paires de running en entrée de gamme, c'est autour de 60 € et ça va jusqu'à 300 € pour les paires, dites à lame carbone. C'est des chaussures pour la performance, on va chercher à aller vite. Mais au milieu de ça, il y a la plupart des marques de running proposent des chaussures autour de 150 € et il y a des études qui ont montré qu'il y a pas forcément de lien entre prévalence des blessures et prix de la chaussure. Donc même avec des chaussures à 60 €, on peut aussi, ne pas être blessé par rapport à des chaussures un petit peu plus chères. Il faut plutôt voir, en termes de confort et en termes de comment on se sent dans la chaussure pour choisir sa paire de chaussures plutôt que se dire que la chaussure la plus chère sera la plus performante, c'est pas toujours le cas, sauf pour la performance avec les lames carbone. Ça veut dire que dans les magasins, on vous fait courir sur un tapis pour que vous ayez cette sensation? Parce que si vous mettez la chaussure et que vous marchez avec, c'est pas tellement le but. Certains magasins le proposent. L'inconvénient, c'est que courir sur tapis, c'est pas forcément très naturel et ça va avoir tendance à modifier la foulée et donc quand on va courir dans la vraie vie dehors, on va pas forcément avoir tout à fait la même, foulée. Donc si vous courez tout le temps en salle, oui, c'est un bon test parce que vous allez toujours courir sur tapis. Par contre, si vous allez courir dehors et notamment, courir sur du trail, vous aurez une foulée qui sera différente et donc c'est pour ça que les analyses sur tapis sont pas forcément indispensables. C'est plus, un petit gadget, pour choisir ses paires de chaussures. Ça dure combien de temps une paire de chaussures? On les change si on court 2 fois par semaine, ça va durer combien de temps? La durée de vie, elle s'exprime, soit en kilométrage, donc c'est autour de 800 à 1000 kilomètres et on dit que la mousse aussi commence à perdre ses qualités de rebond à partir d'1 an de fabrication. Ensuite, le reste de l'équipement, est-ce qu'il faut une gourde? Est-ce que vous buvez, vous? On dit souvent que les vrais sportifs de haut niveau, ils peuvent pas boire parce que déjà ils ont pas le souffle, que le tube digestif,
et il est, rétréci, mobilisé par d'autres, enfin, les muscles sont mobilisés ailleurs, donc comment ça se passe? Pour sur des compétitions, par exemple, oui, on boit quand même régulièrement, même sur un semi-marathon ou sur un 10 kilomètres. Ça dépend, en fait, de la chaleur. S'il fait plus de 25 degrés, enfin, la chaleur, c'est l'ennemi du coureur. Nous, ce qu'on aime bien, c'est courir en compétition, c'est courir par 10-15 degrés parce que, justement, ça permet de faire évacuer la chaleur plus facilement. Après, par contre, parfois, il y a des courses, notamment pour le marathon pour tous, qui était, au mois d'août l'année passée, en soirée. Donc là, quand il fait plus de 25 degrés, il faut, s'hydrater régulièrement et on dit qu'il faut essayer de boire environ, 400 millilitres d'eau par heure de course. Donc, c'est-à-dire, si on part avec une phase de 50 centilitres, souvent, on peut partir pour 1 heure et demie de course, par exemple. Il faut Boire s'alimenter ou aussi? recracher? Pour Comme les pour footballeurs? pour boire. Boire, d'accord. Donc vous arrivez à boire même sur, un effort intense? Ouais, ça demande Mmh. un petit peu d'expérience, mais oui, Pour ça qu'il y ait pas de fausse route? non, ça se passe bien parce qu'on a des gobelets et après les gobelets, il faut essayer de les pincer un peu. Donc ça c'est avec l'expérience aussi que ça vient. Mais après, il faut voir que la plupart des coureurs sur un marathon ou sur un semi-marathon, s'arrêtent pour marcher, sur ces ravitaillements ou à très faible intensité. Donc en général, ça se passe bien. Il faut manger aussi quelque chose? À partir d'une course de Ouais. combien il faut manger pendant la course? À partir de 1 heure de course, c'est bien de manger en compétition. Après si on est à faible intensité à l'entraînement, il y a pas forcément besoin de manger si on fait des sorties de moins de 2 heures, ce qui va, correspondre à la plupart des coureurs. Alors il y a un argument phare pour les personnes qui ne courent pas, on ne citera personne dans cette salle, qui dit que c'est traumatisant pour les genoux et que c'est pas forcément recommandé de courir. Qu'en est-il? Alors, c'est un petit peu comme je disais en préambule, ça va dépendre de l'expérience de la personne. Si on a été sédentaire pendant plus de 10 ans, forcément, ça va faire un peu bizarre au corps de reprendre une activité physique. Donc c'est là où il faut de la progressivité, commencer par la marche active. Donc, après il y a aussi l'exemple aussi de cette, grand-mère de 75 ans qui avait des problèmes articulaires avec de l'ostéoporose et qui finalement, en faisant de l'activité physique régulière, ses problèmes se sont réglés. Donc en général, c'est plutôt l'inactivité qui va être néfaste et même pour des personnes, qui peuvent avoir des pathologies, c'est quand même de plus en plus recommandé de faire de l'activité physique adaptée en étant suivi par, des professionnels et il y a notamment aussi le sport santé qui se développe de plus en plus et il faut se tourner vers ces structures-là quand on a des pathologies et on a tout à gagner à être de plus en plus actif et à faire de l'activité physique régulière en fonction de ses aptitudes et en fonction de ses envies. Et vous, vos genoux vont bien après, 20 ans de pratique? Oui, alors ça m'arrive, d'être blessé de temps en temps sur, 25 ans de pratique. J'ai dû stopper, 3 fois pendant 1 mois, mais en fait, sur un laps de temps aussi long, c'est, finalement relativement peu. Donc il faut respecter, la progressivité et en fait, à chaque fois quand j'étais blessé, c'est que j'avais un stress dans ma vie, qui était, assez fort. Soit c'était au niveau professionnel, soit c'était au niveau personnel et en fait, la blessure n'arrive rarement par hasard. C'est souvent la coordination de plusieurs facteurs, donc un stress, professionnel, personnel, de quelque nature qu'il soit, qui va emmener en plus, du stress qu'on va ramener, par la pratique sportive qui peut causer ce type de blessure. Il y a un débat aussi qui apparaît souvent, c'est de savoir s'il faut faire des étirements, parce Mmh. qu'on voit souvent les gens qui courent et puis après ils s'arrêtent et là ils font des grands étirements. Est-ce que c'est vraiment utile de les faire tout de suite après la pratique? Après du fractionné, non, parce qu'en fait, ça va déjà avoir beaucoup étiré les muscles et donc en course à pied, on recommande pas après une séance de fractionné de faire des étirements. Par contre, quand on a fait une sortie en endurance à un rythme faible, ça peut aussi augmenter la sensation de bien-être. On se sent mieux après une séance d'étirement. On peut faire aussi une séance de yoga, par exemple, au réveil. Donc si on veut faire des étirements actifs ou des étirements passifs, ce serait plutôt le matin et Avant? a Avant la séance, avant et plutôt quand, on fait pas d'activité, trop intense. Donc les jours où c'est un peu plus, tranquille. vous faites quoi avant, juste avant une course? Juste avant une course, moi je fais beaucoup d'étirements actifs. On fait un échauffement souvent, qui se compose de 20 minutes de course à faible intensité. Après on va faire des étirements actifs pour, justement se mettre en condition et après on fait quelques lignes droites et c'est parti pour la course. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont les plus fréquentes quand on fait de la course à pied? Des trucs qui vous reviennent régulièrement et qui disent: «Bah oui, c'est normal, vous avez eu les inconvénients, mais vous n'avez pas bien fait». Donc le oui, l'erreur la plus classique, c'est de courir, ouais, trop, enfin de vouloir trop en faire, de courir trop vite. Et le trop en général, c'est l'ennemi, du coureur et de tout le monde. En fait, il faut essayer d'avoir une pratique qui est équilibrée. C'est pareil, on voit qu'il y a beaucoup d'extrêmes. Aujourd'hui, il y a aussi des ultra trails qui sont des courses de plus de 170 kilomètres
à travers les montagnes. Donc ça veut dire qu'on va passer, plus de 40 heures sur des sentiers pour, monsieur et madame tout le monde. Et donc ça, c'est des pratiques qui sont extrêmes et justement dans tous les extrêmes, ça peut mener, à des blessures ou à des problèmes de santé si jamais on n'est pas bien préparé. Surtout que pour finir ces ultra trails, il y a aussi beaucoup d'automédication et donc ça, l'automédication, c'est aussi, l'ennemi du sportif. Je pen enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. Si je cours, c'est pour être en bonne santé, et puis, justement, le but de la course à pied, c'est pas de se bousiller la santé, c'est de prendre soin de son corps, prendre conscience de son alimentation, du sommeil, de la récupération et donc en général, quand on commence la course à pied, ça engendre plein de changements positifs dans la vie d'une personne. Ça permet aussi de gagner en confiance parce qu'on réussit ses propres objectifs, des objectifs qui sont fixés par nous-mêmes, alors qu'en général, dans le monde professionnel, c'est des objectifs qu'on nous fixe, enfin, c'est quelqu'un qui nous les fixe pour nous et donc justement, je pense que ça fait aussi partie du succès de la course à pied. C'est le fait que c'est une pratique personnelle. Chacun peut y trouver sa distance qui lui convient, ses objectifs qui lui conviennent et souvent on en retire beaucoup de bien-être et beaucoup aussi ça permet d'augmenter le lien social et d'avoir plus confiance dans sa vie. La pratique, production d'endorphines y contribue grandement. Vous évoquiez les soucis qu'il peut y avoir pendant les trails. Il y a eu plusieurs actualités récentes où il y a eu des décès pendant des trails. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de personnes non expérimentées qui se lancent dans ces défis? Alors c'est difficile de parler pour des cas particuliers. En général, enfin ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de prises aussi sur des ultra trails. Alors c'est des pratiques qui sont, ça concerne très peu de coureurs, hein. Les marathoniens en France, c'est environ 100 000 personnes par an, donc ça c'est déjà une pratique, le marathon qui est déjà en quelque sorte assez extrême. Mais les ultra trails, c'est plus marginal, ça va être, de l'ordre de 5 à 10 000 personnes et c'est des comportements qui peuvent être à risque, notamment, parce que ça demande aussi de s'entraîner beaucoup, au moins 10 heures par semaine, 15 heures par semaine et donc des fois ça peut être aussi au détriment de la vie sociale, de la vie familiale et donc c'est pour ça que moi je suis plutôt pour, avoir une approche équilibrée. La course à pied, ça doit permettre, de vivre, en meilleure santé, de participer à un équilibre et quand on perd cet équilibre-là, c'est là où ça peut être un peu dangereux. C'est bon aussi pour le mental, c'est bon pour l'équilibre, parce qu'en physique, on imagine bien, mais pour l'aspect psychologique. Je pense que ça développe des capacités de persévérance. Les coureurs en général, c'est des personnes qui abandonnent, rarement dans leurs, objectifs sportifs, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc ouais, ça permet de développer plein de choses positives au dehors, du corps, ça permet de développer le mental et puis, souvent les coureurs, ont aussi la tête bien faite. On a un peu le stéréotype, du coureur de Forrest Gump, mais au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de d'ailleurs la pratique du running, c'est avant tout, dans les compétitions. Après, ça demande aussi un niveau économique plus élevé, donc c'est souvent des cadres supérieurs qui participent, notamment aux ultra trails et donc il y a aussi du travail à faire pour, une pratique du running plus inclusive et donc ça aussi, ça fait partie des chemins, qui peuvent s'améliorer, que les marques aussi peuvent prendre aussi, enfin je pense qu'il y a tout intérêt à ce que le running devienne plus inclusif. Il y a un côté aussi lien social avec des communautés qui se créent, notamment, virtuelles avec des applications, je pense à Strava, à Runkeeper ou à la vôtre. Est-ce que voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'après il y a une sorte de forum qui se crée? Est-ce qu'il y a des personnes que vous n'avez jamais rencontrées, mais avec qui vous communiquez, uniquement via votre appli ou une autre? Oui, le running, c'est une belle communauté, que ce soit en ligne ou en physique. De plus en plus de marques essayent de faire des rassemblements, notamment dans les magasins de running. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de Strava et puis de Mmh. ces clubs pour des clubs de rencontres. Ça permet parfois de trouver l'amour. Mmh. Donc oui, c'est l'aspect social, ça permet aussi alors moi j'ai vécu, 1 an à l'étranger, j'ai vécu 1 an à Boston et en fait ça permet aussi de rencontrer une communauté et de s'intégrer encore plus aux locaux parce que forcément quand on arrive dans un nouveau pays, c'est parfois un peu difficile de s'intégrer et justement le running ou le sport en général, C'est universel. c'est universel Même et pas besoin de puis, parler la langue. ouais exactement. Mmh. Guillaume Adam, merci beaucoup. On rappelle, votre application, justement, on l'évoquait, Run Motion Coach. Vous trouvez donc des plans, d'entraînement, tout faits et adaptés, à votre niveau. Et puis votre livre extrêmement pratique, Je m'initie au running aux éditions Le Duc. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast santé. Et si vous êtes content de nous avoir écoutés, eh bien n'hésitez pas à nous le dire, à nous faire une petite note. On les accueille toujours avec grand plaisir. On se retrouve, la semaine prochaine pour un nouveau numéro et d'ici là, Prenez soin de vous.